Chapitre 27. Torvin. Les rangers de Torvin martelaient le sol. Il se tordit la cheville en posant le pied dans le trou laissé par une mine qui avait été déterrée. Trébuchant, il sentit la souffrance brûlante des ligaments de sa jambe qui s'étiraient jusqu'au-delà de leur capacité normale, mais malgré la douleur, il continua de courir. Il ne pouvait pas se permettre de ralentir. Les orques déboulaient de l'avant-poste 4 pour se ruer à leur poursuite, menés par les plus imposants, les plus féroces qui avaient pris la tête. Torvin ne prit pas le risque de se retourner pour regarder derrière lui, mais il les entendait. Ils chargeaient dans un concert de hurlements, rugissant le wag habituel de leurs cris de guerre, accompagné de son plus gutturaux, évoquant une ivresse d'adrénaline, un peu comme les meutes de loups des glaces rôdant la bave aux commissures sur les plaines gelées de Skadi. Non que Torvin ait jamais quitté la cité pour les voir. Mais là, Torvin ne courait pas parce qu'il était poussé par la peur. Il courait avec la sergent, non, c'était maintenant la lieutenant Sappa, et avec le reste de son escouade parce que telle était leur mission, attirer les orques vers la zone de tir où le colonel Aldalon, le sergent Dram et les autres se chargeraient, si tout se passait bien, de les éviscérer. Les autres membres de l'escouade couraient à toute vitesse, en zigzag, changeant fréquemment de direction pour être plus difficile à viser, mais Torvin avait déjà du mal à ne pas se faire distancer en allant tout droit. De toute façon, les orques derrière eux tiraient de moins en moins souvent. Pour la plupart, ils avaient dégainé leurs armes de mêlée en se lançant dans la poursuite. Ils n'avaient pas envie d'abattre les catachans de loin, ils voulaient les rattraper et les affronter au corps à corps, là où ils pouvaient vraiment laisser libre cours à leur brutalité d'orques. À une époque, Torvin était persuadé que les orques étaient supérieurs aux gardes impériaux au corps à corps, indépendamment de ce que le manuel du fantassin impérial avait essayé de lui faire croire. Mais après avoir combattu aux côtés des gardes de la jungle de Catachan, il n'était plus aussi sûr que c'était toujours le cas. Aldalon avait dit vrai. Les orques ne se souciaient pas des implications tactiques de cette poursuite dans la jungle. Ils ne se souciaient pas de savoir s'ils avaient ou non l'avantage de cette bataille. Les orques étaient enragés, assoiffés de violence, et ils commettaient une énorme erreur. « Tout va bien, l'innocent » lui dit la lieutenant Sappa en le voyant trébucher. « Ça va » lui répondit Torvin avant d'ajouter « Et m'appelez pas l'innocent » Sappa s'esclaffa tandis qu'un projectile orque éclatait juste à côté d'elle, projetant en l'air une motte de terre boueuse. « Tu veux que je t'appelle comment autrement » cria-t-elle pour couvrir les rugissements des orques. « Débrouille-toi pour mériter un nom catachant !» Torvin et l'escouade de la lieutenant Sappa atteignirent la lisière de la jungle sans ralentir et s'engouffrèrent entre les arbres. Dès qu'ils eurent franchi la limite de la clairière et que l'impénétrable végétation se referma autour d'eux, le vacarme des orques en poursuite s'apaisa, comme s'ils avaient pénétré dans une pièce insonorisée. La jungle les avait enveloppés. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé sur Gondois 6, alors même que les arbres l'entouraient comme pour l'enserrer dans une étreinte étouffante, Torvin comprit que la jungle n'était pas une entité qu'il fallait craindre, contre laquelle il fallait lutter, survivre. Non. Il commença à se sentir exactement comme il pensait que se sentaient les gardes de la jungle de Catachan. La jungle était un bouclier. La jungle était à eux, et malheur aux ennemis qui essaieraient de les combattre en ces lieux. Toujours lancé à toute vitesse, Torvin pivota sur le côté pour se faufiler entre deux arbres. Les branches lui giflèrent la joue, faisant couler le sang chaud sur son visage, mais il le sentit à peine. Les plantes foisonnantes du sous-bois s'agrippèrent à ses jambes comme pour le faire tomber, mais il repartit de plus belle et s'aperçut alors que, presque instinctivement, il trouvait comment se déplacer avec légèreté sur la végétation, posant les pieds au cœur des touffes, là où les fougères étaient les plus compactes et que les longues feuilles et les lianes fouettantes n'arrivaient plus à le freiner. Sappa ralentit. Elle commença à se déplacer avec plus de prudence que Torvin ne l'en aurait cru capable. Le reste de l'escouade fit de même, et pour la toute première fois, Torvin s'aperçut qu'il avançait plus vite que les gardes de la jungle de Catachan. Il finit par ralentir lui aussi en comprenant ce que faisait Sappa, veillant à ce que les orques à leur poursuite ne les perdent pas de vue, pour qu'ils les suivent exactement là où ils le voulaient.
L'escouade ajusta légèrement son cap, menant les orques vers un espèce de tunnel entre les arbres, là où Aldalon avait choisi de tendre son piège. Les arbres formaient un entonnoir naturel vers ce qui serait un déluge de morts artificiels. Torvin suivit l'escouade qui franchissait la zone piégée. C'était sûrement un effet de son imagination, mais dès qu'il pénétra dans la zone minée, encadrée par les positions de tir où étaient tapis les autres catachants à l'affût, l'air lui sembla plus dense, bourdonnant, d'une anticipation électrique, comme si la jungle en cet endroit s'était tendue, sachant ce qui allait se produire. L'escouade Sapa avait suffisamment ralenti pour que Torvin entende les peaux vertes derrière eux. Il les sentait qui les rattrapaient. Ils se regroupaient en une masse compacte, luttant pour avancer entre les arbres repoussant les lianes pendantes. Aldalon leur avait bien dit qu'il y avait au moins certains des orques impliqués dans cette bataille pour l'avant-poste 4 qui montraient un comportement inhabituel. Mais ceux qu'ils avaient à leur trousse, en tout cas, se comportaient exactement comme l'avaient prévu les catachants. Ils se collaient les uns aux autres en suivant leur fausse retraite, créant ainsi une densité maximale de Xénos dans la zone piégée. Torvin venait tout juste de finir de traverser, débouchant dans la zone sécurisée de l'autre côté, quand la jungle reçut enfin ce qu'elle attendait nerveusement. Le sergent Drame qui patientait, posté à l'affût jusqu'à ce que l'escouade Sapa soit hors de danger, déclencha le détonateur. Le cordon soigneusement préparé fit son œuvre, et le sol de la jungle entra en éruption. Il n'y eut pas une seule explosion, mais plusieurs, au moins une douzaine, peut-être plus, à une fraction de seconde d'intervalle, toutefois suffisamment espacées pour que chacune soit distinctement audible. L'une après l'autre, elles se suivirent en une série fracassante de boum boum boum, et ainsi de suite, formant une chaîne de destruction qui ravagea la jungle. À chaque détonation, le sol au-dessus de la mine montait en une coupole qui projetait de la terre, de la boue, des plantes et des racines d'arbres sur l'onde de choc sphérique. La débauche d'énergie arrachait les feuilles des branches, désintégrait le lichens et les lianes, quand elle ne renversait pas carrément les arbres les plus proches, les arrachant du sol. Et la destruction de la jungle fut accompagnée de la destruction des orques. Les peaux vertes qui passaient au-dessus des mines enterrées n'avaient pas la moindre chance. Ils furent tout simplement pulvérisés. Les explosions arrachaient à leurs os la chair et les muscles, broyant le tout en projetant de grandes gerbes sanglantes qui retombaient au sol en même temps que la pluie de terre et les débris de végétaux. Ceux qui étaient à quelques pas des explosions, s'ils ne furent pas aussi largement ventilés, se firent déchiqueter en fragments plus gros. Torses, membres et bouts de tête, affichant toujours des faces vertes à l'expression stupéfaite, retombèrent lourdement sur le sol fraîchement retourné. Torvin s'était jeté à plat ventre, à l'abri, et il couvrait de ses bras l'arrière de sa tête pour se protéger contre la pluie torrentielle de terre, de bois et de morceaux d'orques. Les peaux vertes qui, blessés mais toujours plus ou moins entiers, furent projetés à la ronde, s'écrasant dans les arbres ou dans d'autres orques quand ils ne glissaient pas simplement par terre, une vingtaine au total, se relevèrent précipitamment. La plupart d'entre eux avaient subi des mutilations qui auraient été largement assez graves pour neutraliser un humain, mais ça ne les empêcha pas de se munir des armes qu'ils purent trouver, les leurs quand ils ne les avaient pas perdues, ou celles des autres orques réduits en miettes. Vaguement confus, ils se tournaient de ci de là, cherchant quelque chose à tuer. Le gros d'entre eux décida de continuer dans la direction où s'était enfuie l'escouade Sapa. Enfin, jusqu'à ce que l'escouade Drame ouvre le feu. Si l'explosion des mines pouvait être comparée à un puissant coup de massue, ce qui s'ensuivit ressemblait plutôt à la précision d'une mort infligée par un millier d'incisions. L'escouade Drame et le colonel Aldalon se mirent à tirer avant même que le dernier morceau de torse d'orque catapulté en l'air soit retombé. Ils s'étaient répartis sur 3 postes de tir distincts et ouvrirent le feu, formant un entrelac soigneusement agencé de tirs croisés. La jungle s'illumina des innombrables traits orangés des tirs de laser que déversaient les carabines des catachans. Passés en mode automatique, ils déchaînaient la plus grande puissance de feu possible.
Leurs armes se mirent à chauffer en quelques instants à peine et leurs cellules énergétiques se déchargeaient à une vitesse habituellement inacceptable. Mais les ordres de Point de l'Enfer, Aldalon, avaient été parfaitement clairs dans cette situation. Brûlez toutes vos munitions et faites en sorte que pas un orque ne puisse échapper au massacre. Les tirs de laser firent éclater un impressionnant feu d'artifice dans le nuage de terre et de débris toujours en suspension. Tous les morceaux de bois ou de feuilles touchés au passage se consumaient instantanément avec un éclat aveuglant. Mais l'essentiel pour les Catachans, même s'ils avaient du mal à aligner leur cible aussi bien qu'ils l'auraient voulu dans la confusion ambiante résultant du carnage des explosions, était qu'il y avait aussi bon nombre d'orques touchés qui se consumaient avec le même éclat aveuglant, ou en tout cas qui voyaient leur chair fondre ou leur corps exploser sous les plaies calcinantes infligées par les tirs de laser. Torvin se ressaisit quand la pluie de débris prit fin et que la fusillade commença. À ce stade des opérations, l'escouade Sappa était chargée de boucler la sécurité en abattant tous les orques qui arrivaient à survivre à l'embuscade. Les autres étaient partis se mettre à couvert plus loin, et Torvin était donc le plus proche de la zone piégée quand il se retourna pour attraper son fusil. L'espace devant lui était encore partiellement masqué par la poussière en suspension et la suie résultant des explosions, traversée par les éclats lumineux de la fusillade de l'escouade Drame. L'embuscade planifiée par Aldalon avait fonctionné à la perfection. La zone piégée était littéralement une zone de mort. Torvin avait du mal à croire que quelque chose aurait pu survivre aux explosions et aux tirs de laser dévastateurs qui sillonnaient l'espace, mais il constata à son grand étonnement que plusieurs orques étaient en train de sortir de la zone piégée, venant vers lui. Quand il vit le premier d'entre eux émerger du chaos de terre pulvérisé, de brumes sanglantes et de traits de laser, il sentit ses yeux s'écarquiller. L'orque était monstrueux. C'était, sans le moindre doute, le chef de guerre. Même s'il semblait avoir du mal à avancer, traînant lourdement l'un de ses membres derrière lui, ses jambes et ses pieds étaient énormes, pris dans des gaines blindées garnies de pistons dont plusieurs avaient été tordus et déformés par les explosions. L'une de ses épaules, blessée, déversait des flots de sang le long de son torse et sa face aussi était mutilée. Torvin eut besoin d'un moment pour réaliser que ce qu'il voyait dépasser de sa joue était un fragment d'os. Le chef de guerre leva une main et l'arracha, observant le morceau d'os comme on observe une épine qu'on vient d'ôter de son doigt avant de le jeter au sol. Le chef de guerre hurlait de rage. Ça paraissait assez évident à Torvin, même s'il n'était pas un expert en psychologie orque. Les yeux rouges du chef de guerre se posèrent sur lui. Il représentait la cible la plus proche, et à en juger par le regard dans ses yeux perçants, il représentait aussi le défouloir le plus proche pour la fureur débordante du chef orque. L'orque gigantesque rugit une fois encore en avançant sur Torvin. Ce dernier quitta rapidement sa position de tir allongé au sol et se mit sur un genou, sachant qu'il devait se préparer à bouger. Il épaula son fusil laser et lâcha plusieurs tirs. Ils touchèrent le chef de guerre à la jambe, sans plus de dommages qu'une légère éraflure sur l'épais blindage, au ventre touchant là aussi les épaisses plaques renforcées qui avaient été rivées à l'espèce de gilet en cuir dont était accouturé l'orque, attaquant la surface sans pouvoir y pénétrer, et sur le côté du bras. Là, il creusa une plaie noire et fumante dans la chair du chef de guerre. C'était le seul tir qui fit de vrais dégâts, et malgré tout le Pauvert ne sembla pas le remarquer. Torvin avait maintenant suffisamment d'expérience des Pauvertes pour ne pas s'étonner de voir que le chef orque ignorait une blessure qui aurait arraché le bras d'un humain. Il envoya un tout dernier tir, touchant une fois encore l'armure de l'orque, puis il lâcha son fusil laser, dégaina son poignard catachant et se prépara à affronter au corps à corps la plus imposante des créatures qu'il avait jamais vues, à l'exception des Pictes de l'Empereur lui-même, un personnage qui était toujours représenté largement plus grand que même les primarques de l'Adeptus Astartes. Le chef de guerre tenait une hache tellement énorme qu'elle en aurait paru presque comique si le monstre n'avait pas été en train de la soulever au-dessus de sa tête, se préparant à l'abattre sur Torvin comme s'il refendait du petit bois. Un vétéran du 2e de Skadi, qui était maintenant, comme tous les autres, mort,
avait un jour dit à Torvin et au reste des nouvelles recrues qu'il ne faudrait pas qu'ils soient surpris quand la mort s'abattrait sur eux. Ah, ils ont toujours l'air complètement ahuris quand ils meurent, leur avait dit le vieux soldat grisonnant. Comme s'ils croyaient que Sainte Célestine ou l'empereur Dieu lui-même allait descendre du ciel dans une cascade de lumière pour les sauver à la toute dernière minute, parce qu'ils sont tellement spéciaux qu'ils pourraient jamais mourir. Eh ben, laissez-moi vous dire que vous avez rien de spécial et... Désolé, vous allez mourir, comme n'importe qui d'autre. C'est pas parce que c'est votre corps à vous qui va pas exploser comme celui de n'importe qui. Torvin se dit qu'il aurait plutôt aimé que Sainte Célestine ou l'Empereur Dieu lui-même décide effectivement de descendre du ciel sur des ailes flamboyantes pour se charger de ce chef orc, mais il savait que le vétéran qui lui avait dit ça avait raison. Torvin allait mourir, et ça ne le surprenait pas. Au moins, il allait mourir en ayant joué un petit rôle pour aider les Catachans à reprendre l'avant-poste 4. Torvin se redressa, imitant de son mieux la posture de combat qu'il avait observée chez les Catachans quand ils se préparaient à combattre au corps à corps avec leurs poignards. Il fit même décrire un moulinet à son arme, comme la lieutenant Sapa, quoique plus lentement et avec moins de panache, parce que s'il devait mourir, il mourrait comme un foutu guerrier. Le chef de guerre s'approcha maladroitement de lui, toujours embarrassé de ses jambes abîmées, et il lança un coup de sa hache. Torvin, qui avait eu l'occasion d'apprendre sa leçon, n'essaya pas de bloquer le puissant coup de l'orque. De toute façon, il se serait probablement brisé le bras en 1000 morceaux et la hache l'aurait quand même tranché en deux. Du coup, il esquiva et plongea sur le côté pour rouler au sol. La hache du chef de guerre continua sa trajectoire et la lame s'enfonça profondément dans la boue. Torvin avait prévu de riposter à toute vitesse en se relevant de sa roulade, mais avant qu'il puisse même amorcer son mouvement, il vit l'énorme hache qui revenait vers lui. Dans cette fraction de seconde, tandis que l'arme du chef de guerre lui arrivait dessus, le monde autour de lui parut d'un coup plus net. Les couleurs de la jungle, le visage de l'orque, tout ce qu'il ne prenait que pour du vert était en fait paré d'un million de couleurs différentes, faites d'ombre et d'éclats lumineux, des verts vifs, des émeraudes, les kakis marrons de la mousse et de la pourriture. Des traits de lumière transperçaient la canopée, presque divins, évoquant les raies de gloire flamboyantes auréolant les représentations de l'Empereur Dieu. Les odeurs aussi étaient plus nettes, la moiteur ambiante, les couches odorantes de feuilles pourries qui couvraient le sol de la jungle. Il entendait les cris grondants des orques, les claquements des tirs de laser, le mouvement des feuilles agitées par le vent dans les frondaisons. Mais malgré tout ça, c'était la lame de la hache avançant inexorablement vers son crâne qu'il distinguait le plus clairement. Il entendit le léger sifflement de la lame qui scindait l'air en venant vers lui. Ébréchée, éraflée et criblée de rouille, elle n'était pas aiguisée, mais elle était maniée avec une telle force qu'elle n'avait pas besoin d'être tranchante pour lui fendre le crâne en deux. Malgré la clarté soudaine, presque surnaturelle qu'il ressentait, Torvin était incapable de bouger plus vite, incapable d'être autre chose qu'un témoin passif de sa propre mort qui se déroulait au ralenti. Peut-être que tout le monde vivait la même chose au moment de mourir, se dit-il. Peut-être que l'instant fatidique s'étirait encore et encore jusqu'à emplir l'éternité tout entière en un genre de plaisanterie cosmique plutôt malsaine qui vous piégerait interminablement, incapable d'agir, tandis que votre mort inéluctable s'approchait toujours plus lentement vers vous. Ça ne fut ni Sainte Célestine, ni l'Empereur Dieu, mais quelque chose se matérialisa dans une explosion de lumière pour intervenir. Le gantelet énergétique crépitant et nimbé d'étincelles d'Askel, point de l'enfer, Aldalon. Le colonel déboula comme s'il descendait effectivement du ciel sur les ailes d'un saint, porté par la fureur vengeresse de l'empereur. Son gantelet énergétique toucha la hache, pile sur le fil de la lame qui fendait l'air en direction de la tête de Torvin. Le champ énergétique crépitant et l'élan conféré par la force amplifiée du gantelet permirent à Aldalon de stopper brutalement la hache. Le colonel baissa les yeux sur Torvin. « Je prends note de votre bravoure, l'innocent, mais laissez-moi me charger de celui-là. » Torvin ne se le fit pas dire deux fois. Il se dépêcha de se relever et reprit son fusil laser pour le braquer sur la zone piégée, tout en reculant pour rejoindre le reste de l'escouade Sapa.
Il entendit le crépitement de l'air ionisé et ressentit le fourmillement statique des tirs de laser qui fusaient de part et d'autre de lui. L'escouade Sappa tirait sur les quelques orques restants qui avaient échappé à la zone piégée. Ils ne tardèrent pas à les abattre, et les regards de tous les membres de l'escouade, Torvin y compris, se tournèrent vers le duel entre le chef de guerre orc et le colonel Katachan. Le chef de guerre tenta à plusieurs reprises de lever ses jambes lourdement blindées pour s'en servir comme arme, essayant de frapper le colonel Aldalon à coups de pied, mais elle crachait des étincelles en laissant échapper des giclées d'huile noire qui évoquaient presque un jaillissement de sang artériel. Visiblement, les armes favorites du chef de guerre étaient trop abîmées pour être utiles, et il ne restait donc plus à l'orque que sa hache, toujours aussi affreusement intimidante. Aldalon ne tarda pas à repérer ce point faible, et il se mit à tourner rapidement autour de l'orque, mettant à profit son manque de mobilité. Il avançait et reculait sans cesse, dansant à la limite de la portée du chef de guerre. Tous les membres de l'escouade Sappa avaient mis leur arme en joue, braquée sur le pot verte. « Ne tirez pas !» dit Sappa. « Vous risqueriez de toucher le colonel. Et en plus, il va l'avoir, j'en suis sûr. » Il était clair qu'elle se voulait encourageante, mais même Torvin réussit à saisir la nuance d'espoir que contenaient ces mots, comme si elle adressait une prière à l'empereur Dieu, ou plus probablement qu'elle le lançait dans l'univers en général en espérant qu'il en sortirait quelque chose. Le chef de guerre et Aldalon avaient tous les deux des armes lourdes et massives. La hache de l'orque était énorme, bien trop imposante pour être maniée par un humain, à l'exception d'un Space Marine, et les gantelets énergétiques étaient difficiles à utiliser pour les humains ordinaires. Même si Aldalon se servait du sien avec autant d'aisance que si c'était sa propre main, et si les rumeurs disant que son bras tout entier était renforcé par des augmentiques étaient vraies, alors c'était plus ou moins le cas. L'orque et Aldalon jouaient de leurs outils de guerre avec une relative vivacité pour ce qu'ils étaient, mais leur affrontement évoquait tout de même deux immenses guerriers s'attaquant mutuellement en opposant une force inarrêtable à un objet inamovible. Aucun d'entre eux n'arrivait à porter un coup efficace. La hache cognait contre le gantelet en faisant jaillir des gerbes d'étincelles jaunes et bleues, et les puissantes frappes qu'ils s'infligeaient n'étaient pas tant bloquées que redirigées. En d'autres termes, les deux armes n'auraient pas pu être plus radicalement différentes. Le chef de guerre avait un simple morceau de métal pesant qu'il agitait avec la force inhérente de ses monstrueux muscles verts, et le colonel Katachan était doté d'un gantelet énergétique sophistiqué bourdonnant dans un champ électrique destructeur qui amplifiait sa force bien au-delà de celle d'un humain ordinaire. En conséquence, chacun des combattants comprenait qu'un seul impact, soit de la hache, soit du gantelet, aurait un effet dévastateur, et il savait que le premier à porter un coup emporterait probablement la victoire. Le chef de guerre lança une frappe avec l'élan déchaîné d'un bûcheron furieux, faisant décrire à sa hache un puissant arc de cercle qu'Aldalon dévia vers le haut d'un coup de son gantelet. Le colonel se baissa pour esquiver la hache et rentra à l'intérieur de la garde de l'orque. Son poignard Katachan se matérialisa soudainement dans sa main libre. Il l'enfonça de toutes ses forces dans le flanc de l'orque. Quand il tira dessus pour cisailler les chairs à l'aide des dents impitoyables de la lame, l'orque desserra une main du manche de sa hache et saisit celle d'Aldalon. Ce faisant, il garda le poignard coincé dans son flanc, mais il en serra puissamment le poignet d'Aldalon. « C'est ta minable petite main de zombie !» gronda le chef de guerre. « T'aurais pas dû te servir de ta minable petite main de zombie !» Le chef de guerre accentua sa prise. Même Torvin, de là où il était, voyait les muscles et les tendons saillants sur le poing de l'orque qui serrait tellement que ses phalanges en blanchissaient, ou prenaient plus exactement une teinte vert pâle. Grondant, le chef de guerre força encore plus et poussa pour attirer Aldalon vers le sol. Le colonel se tordit quand l'orque lui broya le poignet pour le forcer à se baisser. Il tomba à genoux, mais ne montra pas le moindre signe de douleur. Sa main, qui n'était pas dotée d'un gantelet énergétique, était bionique, mais le Xénos l'ignorait probablement. Aldalon se contenta de gronder à son tour sur son adversaire. Il lança un coup de son gantelet énergétique que l'orque dévia de sa hache,
et puis le Xénos parut augmenter encore la puissance de son emprise, et il baissa brusquement le bras pour plaquer Aldalon au sol. « Je suis Crastrip !» rugit l'orque penché sur le colonel Aldalon. « Je vais te craser. T'es rien, toi. T'es qu'un minable petit homme tout faible. » Le chef de guerre commença à lever son pied droit, mais l'articulation cracha une gerbe d'étincelles et une giclée de fluide hydraulique, et sa jambe équipée d'une lourde armure retomba brutalement. Il rugit de frustration et réessaya. Cette fois, déclenchant encore plus d'étincelles et de grincements, Crastrip réussit à lever la jambe plus haut pour se préparer, Torvin le savait, à l'abattre sur Aldalon. Même s'il venait d'annoncer que ce nom était Crastrip, le chef de guerre comptait à l'évidence broyer la tête du colonel. De nouveaux orques émergeant de la zone piégée monopolisaient l'attention de l'escouade Sappa. Torvin était le plus proche et il savait qu'il était le seul qui aurait une chance d'intervenir à temps. Il se rua en avant et plongea son poignard catachant aussi fort qu'il le put dans l'articulation du genou visiblement défectueuse de l'armure orque. Quelque chose éclata à l'intérieur, et Torvin retomba en arrière sous un déluge d'huile mécanique. Crastrip voulut abattre son énorme pied, mais l'articulation grinçait en vomissant des étincelles, et à en juger par l'expression qui s'étalait sur la face de l'orque, elle paraissait bloquée. Crastrip lâcha le poignet d'Aldalon et cogna à grands coups de poing sur sa jambe pour essayer de décoincer l'articulation et de la refaire bouger. Aldalon fit une roulade sur le côté tout en lançant en avant son gantelet énergétique, comme si, cette fois, c'était lui le bûcheron fou. Et il balaya l'autre jambe de l'orque, renversant brutalement l'énorme peau verte qui tomba sur le dos. Aldalon réagit immédiatement. Sans même prendre le temps de se relever, il glissa à genoux jusqu'à la tête de Crastrip sans lui laisser l'opportunité de se ressaisir. Le colonel se redressa et abattit son gantelet énergétique sur la face du chef de guerre. L'orque essayait de le bloquer, mais il fut trop lent cette fois, et le poing d'Aldalon, nimbé d'un puissant champ énergétique, fit éclater les molécules de sa chair, puis le métal propulsé par les servomoteurs fracassa son crâne épais. Torvin, qui s'essuyait le visage pour en ôter l'huile noire et visqueuse, vit Aldalon reprendre son élan encore et encore, abattant, sans discontinuer son gantelet énergétique sur la face du Xénos. À chaque nouvelle fois, l'impact s'enfonçait plus profondément dans le crâne du peau verte, élargissant le périmètre des éclaboussures de sang et d'esquilles d'os. Au bout d'un moment, quand le poing d'Aldalon eut frappé le sol de la jungle 3 fois de suite, il s'arrêta. Il s'assit sur ses talons, haletant, à bout de force. Une fois que sa respiration eut repris un rythme normal, le colonel Haskell, point de l'enfer, Aldalon, se releva. Il se retourna pour regarder Torvin, qui lui rendit son regard. Aldalon s'essuya le front de la main, autant de la sueur, de la boue et du sang d'orque qu'il projeta au sol d'un coup sec, et puis, toujours sans le quitter de son regard intense, il adressa un signe de tête à Torvin. Un signe de remerciement et un signe de respect qui, même sans commentaire, fit rougir Torvin de fierté. Aldalon se tourna vers l'escouade Dram qui émergeait des postes de tir encerclant la zone piégée et vers l'escouade Sappa qui, après avoir éliminé les derniers orques, revenait des positions où elle s'était placée à l'arrière en sécurité. Une fois les catachants rassemblés, Torvin vit qu'Aldalon les passait rapidement en revue avant de demander confirmation. « Pas de victime ? » ?»« Non, monsieur, » répondit le lieutenant Sappa avec un sourire. « En tout cas, pas de victime qui n'est pas la peau verte. » »« Excellent. Des cibles qui sont sorties de la zone piégée ? » ?»« Non, monsieur. »« Sergent Dram, tout est bien mort là-dedans ? » ?»« Nous allons confirmer, » répondit Dram. « Veillez-y, » fit Aldalon en opinant. « Si vous voyez une tête rattachée à quelque chose qui semble même vaguement un torse, vous la coupez. »« Oui, monsieur. »« Vous avez une estimation du nombre de victimes ennemies ? » demanda Aldalon. « Je dirais qu'on s'est bien fait une bonne 40aine de peaux vertes, monsieur, » répondit Dram. Aldalon inclina la tête. Il se retourna vers Torvin. « Pas mal. Pour venger votre ancienne unité. Qu'est-ce que vous en dites, Torvin ? » « Oui, monsieur. Mon ancienne unité ? » fit Torvin d'un air confus. « C'est bien ce que j'ai dit. Je vois pas trop l'intérêt de vous renvoyer au 2e de Skadi après tout ce boulot qu'on a eu pour vous faire sortir les doigts.
Vous ressemblez presque à moitié à un garde de la jungle à ce stade. Peut-être qu'on arrivera même à faire de vous un diable de Catachan. Vous restez avec nous, à moins que vous préféreriez retourner avec les innocents de votre monde facile. Torvin pensa à Mélina. La picte qu'il avait d'elle n'était plus son bien le plus précieux. Désormais, l'objet auquel il tenait le plus était quelque chose qu'il avait mérité. Un bandana rouge. « Je reste avec vous, monsieur, » répondit Torvin. « Si vous voulez de moi. »« Très bien. Faites en sorte que je le regrette pas. » Torvin carra les épaules. « Entendu, monsieur. » Et, au nom de l'empereur Dieu lui-même, il était sincère.